Bon, bonjour. Alors, Tanguy Perron, on va essayer de résumer, parce qu'on a très peu de temps et pour pouvoir te laisser le plus possible la parole, ton très très long CV. Donc, Tanguy, tu es historien, tu es spécialiste des rapports entre le mouvement ouvrier et le cinéma. Tu es aussi un chercheur associé au Centre d'histoire sociale et des mondes contemporains. Tu es aussi correspondant du dictionnaire biographique Mouvement ouvrier, mouvement social. Tu as aussi soutenu en février cette année ta thèse sur le cinéma par le peuple et pour le peuple, discours et pratiques cinématographiques du mouvement ouvrier. Tu as aussi, on peut dire, mené un très long travail et tu continues à mener un très long travail d'éducation populaire et de programmation dans divers festivals, beaucoup en Seine-Saint-Denis, mais pas que. Voilà. Donc, en tant que grand spécialiste, tu es donc membre du conseil scientifique de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Voilà. Donc, on peut dire que depuis presque 30 ans, tu interroges sous différentes formes les relations complexes entre le cinéma et le mouvement social, et en particulier le syndicalisme. À ce titre, en 2018, si je ne me trompe, tu as dirigé cet ouvrage collectif qui, je crois, hélas, est en rupture de stock tellement il a connu un grand succès dans le monde syndical et qui s'appelait L'écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo. C'est ça, je ne me trompe pas? Bon. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire entre le cinéma et la CGT d'une certaine façon. Oui. Voilà, très bien. Bon, alors aujourd'hui, l'actualité, on va en venir, et c'est pour ça qu'il y a ces photos qui défilent. Tu as publié un ouvrage qui s'appelle Rose Zenner et Willy Ronis, Naissance d'une image. Alors, pour resituer vite l'action de cet ouvrage et le contexte, avant de te passer la parole pour que tu nous expliques qui était Rose Zenner, Willy Ronis, je pense que beaucoup connaissent. Il était d'ailleurs membre des Amis de l'Humain. Donc l'action se situe durant les grèves de 1938, donc aux usines Citroën de Javel à Paris. On est en pleine guerre d'Espagne. Les conventions collectives et certains avantages sociaux acquis lors du Front populaire sont menacés. Et donc pour défendre leurs acquis sociaux, les ouvriers se mettent en grève. Ils sont accompagnés par les syndicats. Et Rose Zenner, qui est ouvrière de l'usine, est l'une des militantes communistes actives. Alors, raconte-nous l'histoire singulière de Rose Zenner et de cette photo qui va, j'espère, apparaître, qui est connue de tous et qui est le point de départ de ton livre et de ton enquête, travail de fourmi que tu as mené. Merci beaucoup pour cette question et cette longue présentation et très précise présentation. Les images que vous voyez dans le fond qui défilent là sont aussi extrêmement intéressantes parce qu'elles ont été prises le jour où Willy Ronis a pris cette fameuse photo de Rose Zenner. Explique peut-être qui est Willy Ronis. Voilà, Willy Ronis. Oui, j'allais le faire avec plaisir, puisque, en fait, comme tu l'as dit, il était membre des Amis de l'Humain, mais il n'est pas connu essentiellement pour ça. Mais il y a une logique, le fait qu'il le soit. Il est photographe. Il est photographe, un photographe qui est né en 1910 à Paris et qui est mort dans sa 100e année dans le 20e arrondissement. Donc c'est un photographe humaniste parisien, extrêmement connu et reconnu ces 30 dernières années. Ça n'a pas toujours été le cas. Pas au moment où il prend cette photo-là. Et Willy Ronis, il y a souvent une déformation de l'histoire de la photo humaniste ou de la photo sociale qu'on a tendance à rendre un peu mièvre. Les bals populaires qui existent et qui sont intéressants, qui font partie de la culture populaire, mais les gentils enfants, le pari éternel avec beaucoup de clichés. C'est caricaturer la photo humaniste et encore plus le destin de Willy Ronis, qui lui est un photographe très lié au mouvement ouvrier, très lié à l'histoire sociale. Il a été membre de l'AER, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, créée par Vaillant Couturier en 1932. Le Front populaire, pour lui, donc il était très proche des communistes. Le Front populaire, pour lui, a été une occasion de s'ouvrir, de sortir de l'atelier, de la petite boutique de photos que tenait son père, où il souffrait en fait. Il se sentait aliéné à cette tâche de photographe de famille. Et vraiment, le Front populaire, comme pour beaucoup de monde, a été une vraie respiration pour lui. Il faisait du camping, il faisait du ski qui commençait à être populaire à l'époque. Et il a décidé, il était proche de Capa, il a décidé de couvrir les événements du Front populaire.
La photo la plus emblématique, qui est d'ailleurs présentée par les Amis de l'Humain, une de ses premières photos emblématiques, c'est la petite fille sur les épaules de son père le 14 juillet 1936. C'est la première photo d'ailleurs qui va être publiée dans l'Humanité. Mais il commence par la petite porte, Willy Ronis. Hein. C'est vraiment, il a des commandes. Donc en 38, il est photographe pour Regard. Voilà, alors Regard qui est un journal extrêmement important, extrêmement intéressant dans l'histoire de la photo et dans l'histoire sociale, qui a été créé aussi par le Parti communiste, dirigé par Léon Moussinac et le poète surréaliste Pierre Unique, qui met une très belle place à la photo. Vraiment une photo importante, inspirée de la photographie allemande et de ce qui se fait en Allemagne. Et sous le Front populaire et avec la guerre d'Espagne, on peut dire que Regard va être le réceptacle, le berceau en tout cas de la photo sociale, la photo humaniste et la photo de reportage, avec vue. Donc Willy Ronis a une commande, parce qu'il a une commande, et c'est de photographier les grèves de la métallurgie en mars 1938. Ces grèves de la métallurgie sont peu connues, sont importantes, et c'est un moment clé et sans doute dramatique du Front populaire. Et donc Willy Ronis arrive avec son... Là, vous avez toujours le piquet de grève où les gens qui lisent le journal, qui lisent la presse démocratique, qui lisent l'Humain, ils lisent le Regard. Donc, il y a vraiment un long reportage sur qu'est-ce que c'est d'occuper une usine pendant 40 jours en 1938. Et donc, il a cette commande, il franchit le piquet de grève, il photographie le piquet de grève que vous avez dû voir passer, et il arrive à son sujet, c'est-à-dire Rose Zenner, enfin un de ses sujets. Cette militante qui prend la parole devant d'autres femmes. Alors justement, est-ce que vous avez réussi à prendre la photo? Parce qu'en fait, on a un problème, on n'arrive pas à la... Ah voilà, ça y est, la voilà, Rose Zenner. Vous la connaissez? Donc c'est cette photo. Vous la connaissez, cette photo, enfin, certains la connaissent, et qui est très belle, et qui a une certaine force, et qui a une force à la fois par son contenu et par sa composition. Et donc Willy Ronis est entré dans le magasin de sellerie, c'est-à-dire que c'est un magasin de sellerie, enfin l'atelier de sellerie, pardon, dans l'atelier de sellerie où c'est des femmes qui font les sièges des voitures. Déjà, ça nous apprend quelque chose, c'est-à-dire que dans une usine de métallurgie, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Et ça casse un peu les stéréotypes sur l'emploi ouvrier masculin et l'emploi ouvrier des métallurgistes qui ne seraient que des hommes. Donc il y a énormément de femmes dans cet atelier, et pas seulement dans cet atelier, à Citroën. Dans la métallurgie parisienne, à la fin du Front populaire, il y a 20% de femmes qui travaillent. À Citroën, c'est plus. Et sur les chaînes, c'est encore plus parce qu'elles sont sous-payées et réputées pour leur dextérité et leur docilité. Là, je reprends le langage patronal. Donc, il prend la photo de Rose Zenner. Très rapidement, un seul cliché, puisque l'ambiance est électrique. Il peut passer pour un flic. Il sent que c'est tendu, donc il prend un seul cliché, il part. Et le soir, comme des journalistes pigistes, il doit livrer ses photos au journal et il la regarde, celle-ci, sur ses négatifs, et il trouve le cliché sous-exposé, ce qui est vrai, et il sait aussi surtout que le papier du journal est de médiocre qualité. Donc il décide de ne pas envoyer cette photo-là au journal. Et c'est seulement en 1980... Donc 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, il y a une publication qui s'appelle « Sur le fil du hasard », qui est sa première monographie. Donc Willy Ronis est né en 1910, il a droit à une première monographie en 1980. C'est pour montrer qu'il n'a pas toujours été célèbre comme il était à la fin de sa vie. Et donc c'est un monsieur très organisé, qui a ses négatifs, comme tout bon photographe, qui regarde tous ses négatifs, qui retrouve cette photo et dit « elle est pas mal cette photo ». Elle est plus que pas mal, elle est superbe en fait. On reviendra et sur sa composition et sur son contenu. Et du coup, elle est publiée dans ce premier livre, Sur le fil du hasard, puis dans l'Humanité. Alors dans l'Humanité, c'est en 1981, c'était 200 intellectuels qui appellent à voter Georges Marchais. Donc il y avait un entretien avec Willy Ronis, et ils avaient illustré cet entretien avec cette photo-là. Et là, une cousine et copine de Rose Zenner qui a travaillé avec elle dans l'atelier, reconnaît Rose Zenner, prévient sa copine, sa cousine aussi, et qui elle-même, par l'intermédiaire du journal L'Humanité, va être en contact avec Willy Ronis. Et là commence une aventure, une amitié épistolaire, une rencontre qui va être filmée, et puis commence une légende aussi, parce que cette photo va être publiée non seulement dans le livre, dans l'Humanité, dans le Monde, exposée au Centre Georges Pompidou, montrée aux États-Unis, et il y a tout, dans le petit livre que j'ai écrit, il y a tout un déploiement aussi de cette photo qui devient une légende. Mais avant qu'elle devienne une légende, ou même une icône, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. On peut aussi, du coup, avant de rappeler que Rose Zenner, qu'est-ce qui lui est arrivé après cette photographie, après les grèves? Elle est licenciée. Elle est licenciée de cette usine.
Il y a même le livre qui arrive juste là, on est vachement organisé. Je remercie les éditions de l'Atelier. Donc elle est licenciée et elle devient bistrotière à Paris. Alors tu racontes tout là, donc Pardon. je renverse ma gourde. Non, ce qui est intéressant aussi, j'ai écrit ce livre-là pour écrire l'histoire d'une commande, ça je l'ai un peu fait, l'histoire d'une ouvrière, je vais en dire quelques mots, Rose Zehner, et l'histoire d'une grève aussi. Et l'histoire de grève et l'histoire du Front populaire et de la fin du Front populaire. Cette grève de mars-avril 38, dans la métallurgie, est peu connue. Donc il fallait trouver le sens de la grève aussi. On y reviendra peut-être dessus, parce qu'il n'y a pas que les conventions collectives, il y a un écho à la guerre d'Espagne. Et Rose Zehner est une militante acharnée, une militante convaincue. Et là aussi, j'ai voulu casser des stéréotypes. Vous connaissez tous l'histoire de Rosa Parks, et il y a aussi une vision assez machiste de l'engagement féminin, où Rosa Parks aurait déclenché un mouvement, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, quasiment à son insu, puisqu'elle a refusé sa place à un blanc dans un bus. En fait, c'était une militante chevronnée et qui savait ce qu'elle faisait et qui avait 20 ans de militantisme dans les pattes, si l'on peut dire. Rose Zehner, c'est pareil, c'est une militante chevronnée et elle a fait les grèves de 1933 à Citroën, des grèves dures, mais en partie unitaires, qui préfigurent le Front populaire, avec Jean-Pierre Timbaud comme animateur gréviste, qui sera fusillé à Châteaubriand. Donc elle a fait les grèves de 1933, elle s'est fait licencier plusieurs fois. Une fois, elle a giflé son contremaître. Elle a toujours réussi à réintégrer la boîte. Elle aime cette boîte, elle aime son 15e arrondissement où elle est née. C'est vraiment une fille du peuple, une orpheline de mère très tôt. Donc elle fait forcément les grèves de 1936. En 1936, elle ne part pas en vacances parce qu'il y a trop à faire pour le syndicat. Il faut accueillir les cotisations syndicales à la CGT qui viennent dans un nombre inconsidérable, et elle va en 1937 en vacances. Donc, quand elle est photographiée en 1938, ce n'est pas la première fois qu'elle prend la parole, loin de là. Voilà. Et il fallait la force de composition et le talent de l'ironisme pour saisir ce geste, mais ce geste est le fruit à la fois d'une colère, d'un moment spontané, mais aussi d'un travail militant antérieur. Donc, elle fait cette grève-là. Elle n'est pas licenciée suite à cette grève-là qui se termine. Ils ont commencé à Citroën Javel, dans le 15e arrondissement à Paris, dans l'ouest parisien. Donc, entre parenthèses, il y a des usines dans l'ouest parisien et pas que dans l'est. Cette grève-là, les militants ne sont pas sanctionnés. Les conventions collectives sont enfin signées. Parce que le patronat a refusé de signer les conventions collectives pour affaiblir le Front populaire qui est vraiment moribond. Et donc, elle continue son travail militant et son travail d'ouvrière pénible, tout en sachant que le patronat a l'idée de se venger, en fait. Et il y a vraiment une vengeance qui apparaît, et selon moi, ça préfigure après la vengeance vichiste aussi, ce qui arrivera donc sous Pétain. C'est les grèves de novembre 1938, suite au décret d'Aladier, donc radical. Le gouvernement du Front populaire n'a jamais eu les communistes, n'a plus les socialistes et penche de plus en plus à droite. Là, on est en novembre 1938, on n'est plus en mars 1938. Et en novembre 1938, donc on revient sur les acquis du Front populaire. La CGT entame une grève, peut-être trop tard, avec des dissensions en son sein, et surtout avec une force, une mise en garde au sein du gouvernement et une préparation au sein des médias pour faire peur aux grévistes potentiels. Et la répression est terrible. Et là, Rose Zehner se fait licencier avec des centaines et des centaines d'autres camarades. Et c'est vraiment une saignée au sein du mouvement ouvrier. Certains se font emprisonner, d'autres se font tabasser à Renault. La métallurgie, qui est un peu le fer de lance de ces luttes, paye un tribut extrêmement... Donc elle est licenciée. Et comme tu as dit, oui, excuse-moi d'être si long. Oui, justement, qu'est-ce qu'elle devient après et pourquoi elle change complètement de voie, en fait. Elle change complètement de voie. C'est assez classique dans l'histoire du mouvement ouvrier. C'est-à-dire que quand on sait que les leaders, les dirigeants, les militants sont tricards, n'ont plus l'occasion de retrouver une place dans l'usine, parce que là, ils sont sur des listes noires, et que le temps s'est durci, que le rapport de force n'est plus en leur faveur, c'est d'ouvrir un bistrot. Bon, il y a une longue tradition, ça existe dans le Nord aussi, des militants ouvriers qui sont chassés et qui ouvrent un bistrot. Donc, elle ouvre un bistrot juste à côté, quai de Javel, juste à côté des usines Citroën. Et ce bistrot s'appelle Où va-t-on ? Chez Lulu et Rosette. Lulu, c'est son compagnon, ou Loulou, et elle, c'est Rosette, Rose Zehner. Ce bistrot va rapidement devenir une plateforme de propagande communiste, et il sera fermé sous Vichy.
Voilà, donc, mais en même temps, on lui demande d'éteindre ses lumières, elle refuse, elle invective les forces de l'ordre. Donc c'est vraiment une grande gueule quand même, quelqu'un qui résiste énormément. Et ça se voit sur la photo avec la force qu'elle a. Et pendant la guerre, justement? Pendant la guerre, c'est plus complexe. Elle n'est pas résistante. Il y a encore des choses qui manquent dans cette biographie. Elle se bat beaucoup pour aider son mari, qui était militant. Alors il faut savoir, c'est compliqué l'histoire, mais c'est ça qui est chouette, c'est la complexité en histoire, comme dirait Nicolas Offenstadt. Il n'y a jamais de légende, d'histoire sainte et de légende. Elle a été membre du Parti communiste, exclue une première fois, puisqu'ils avaient repéré qu'elle reprenait un petit pourcentage sur les recettes qu'elle faisait. Donc il y avait une moralité très stricte, donc ils l'ont exclue. Et puis elle était tellement intelligente et dévouée et militante et indispensable qu'ils l'ont réintégrée. Ce qui était rare à l'époque. Et il est réintégré au PC. Par contre, le mari exclu, il fait la gueule tout le temps, lui. Et il est moins vu, il y a encore des zones d'ombre, moins bien vu par le mouvement ouvrier. Le pauvre homme, néanmoins, quand la police arrive, sous Vichy, il découvre une banderole dans leur local, c'est pour une France libre et heureuse. On dirait du Roussel, et comment forte et heureuse, mais là c'est du Maurice Thorez, et la banderole, et comment il est condamné pour ça. Enfin, ils sont connus comme militants, ils sont fichés, il y a des rapports de police longs comme le bras sur Rosener. D'ailleurs, j'ai failli rater ces rapports de flics sur Rosener parce que l'histoire elle-même est machiste, et même les archives sont machistes. C'est-à-dire que Rosener, qui était une plus grande militante que son mari, son dossier individuel est dans le dossier du mari. Voilà, donc, ça l'a peut-être sauvé. Oui, ça l'a peut-être sauvé, mais Louis va faire un tour de France des prisons françaises et allemandes. Il va se faire tabasser par des flics français, va se faire rattraper par les soldats allemands, et il va servir de main-d'œuvre et d'otage pendant toute la guerre, et va faire pétition sur pétition dans le quartier pour qu'il soit libéré. Mais c'est quelque chose de dérisoire en fait. Il ne peut pas obtenir la libération de son mari, on n'est plus au temps du Front populaire. Du coup, après la guerre, lui il est traumatisé, abîmé, et ils vont en Normandie ouvrir un petit resto. Donc voilà, c'est une histoire aussi d'une femme du peuple avec ses complexités. Et quand elle retrouve, quand ils se rencontrent avec Willy Ronis, 50 ans après, et cette histoire que tu racontes de cette amitié qui va naître, et tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors c'est un beau moment, c'est un bel échange. Donc l'UMA fait très bien son boulot, c'est-à-dire que quand Rosener écrit pour toucher Willy Ronis, la lettre est transmise tout de suite, quoi. Donc et le journal était très lu à l'époque. Donc on est en 80. Ça à l'époque. Un peu moins, les ventes ont un peu baissé, j'ai un peu fléchi, j'ai l'impression, mais on va se battre pour que ça augmente. Et du coup, donc il y a cette rencontre, mais ce qui est marrant, c'est quand on les voit, ces rencontres filmées, on voit ça dans le film de Patrick Barberis, c'est Un voyage de rose, qu'on peut voir sur le net. On voit que Willy Ronis était quelqu'un de très réservé. Il était de cette petite bourgeoisie qui a tiré le diable par la queue au moment du Front populaire, mais c'était quelqu'un de très éduqué. Vous vous rappelez peut-être de lui quand il était ici. Il y avait un côté très classe chez Willy Ronis, un monsieur très élégant et tout ça, assez réservé. Et Rosener, c'est une femme du peuple, une grande gueule, tonitruante, très sympathique, moi qui me fait penser et qui fait peut-être penser à vos grands-mères ou à vos mères, voilà, des militantes, des vraies militantes. Et la rencontre se fait, ne se fait pas en même temps, parce qu'il y a ces deux réserves, ces deux cultures différentes. Et à mon avis, sans projection outrancière de ma part, je pense qu'elle se fait en voyant des images qui leur sont projetées de la grève de 1889 à Citroën-Aulnay. Donc Javel a fermé dans les 70, a été transformé en Seine-Saint-Denis, a été transféré en Seine-Saint-Denis. En 82, éclate des grèves, enfin, parce qu'il y a une violence terrible, raciste, du racket contre les ouvriers marocains. C'est des grèves importantes soutenues par la CGT. Et quand on projette ces images-là, Rosener est très ému en fait, et retrouve un peu cette force qu'elle avait vécue. Et Willy Ronis se rapproche d'elle et très tendrement lui met la main sur les épaules. Mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se... À un moment, Ralit les avait rassemblés en 86 à Aubervilliers. C'est ce que j'allais te dire. Alors ils avaient fait une scène un peu rétro avec des tractions avant et tout ça. Et du coup, c'est marrant parce que Rosener disait bon, c'est l'anniversaire de 86, mais je vais faire celui de 96, celui de 2016. Moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Et finalement, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est Willy Ronis a vécu jusqu'à 100 ans et Rosener, comme beaucoup de femmes du peuple, meurt. Exactement 50 ans après cette photo qui a été prise en 1938. Peut-être que, comme je sais qu'on a très peu de temps, peut-être que... Piquet de grève, là. Tu veux commenter un peu les photos qu'on voit défiler
expliquer un petit peu? En plus, ils sont un peu écrasés, donc c'est un peu compliqué. Vous verrez dans le livre, ils sont beaucoup mieux. Donc je remercie les éditions de l'Atelier pour la qualité du travail. C'est une coopérative qui a imprimé le livre en Normandie, Corlay, et c'est en bichromie, c'est un très beau travail. Donc là, les photos sont écrasées, on peut peut-être défiler, mais plutôt que commenter les photos, vous avez peut-être fait votre propre commentaire en les voyant, c'est revenir peut-être sur le sens de la grève. En tant qu'historien, c'était la plus grande difficulté, puisque la mémoire et l'histoire et les archives se contredisaient. Il y avait d'une part Rosener qui disait c'était pas une grève quand elle est filmée dans les années 80, donc sa mémoire était défaillante, c'était pas le cas, et dit c'était quelque chose pour l'Espagne. Et quand je lis la presse syndicale de l'époque, ils parlent jamais de l'Espagne. Donc je dis tiens c'est marrant, ils parlent que des conventions collectives. Et en fait cette grève a un double sens, mais comme toute grève, il faut l'analyser, elle est complexe, elle est faite pour plusieurs raisons. C'est avant tout pour les salaires, effectivement, pour la signature des conventions collectives qui arrivent à échéance, mais aussi en lisant dans la presse de droite et en écoutant la mémoire de Rosener, on voit que la guerre d'Espagne est extrêmement présente. Donc je salue les camarades de la SER qui sont présents et qui font une exposition à côté. Parce que Barcelone vient d'être bombardée, en fait, et dans le prolétariat parisien politisé, on parle beaucoup de la guerre d'Espagne, et on aimerait que le gouvernement du Front populaire en fasse plus pour l'Espagne républicaine. Donc c'est une grève à la fois sociale et politique. C'est un moment charnière de déclin, de difficulté du Front populaire, en fait. Et voilà. Et dans le regard où cette photo est publiée, enfin, cette photo n'est pas publiée, mais dans le reportage de regard, il y a une un peu mièvre sur le printemps, et on retourne le journal, et c'est les bombardements de Barcelone. Il y a une émotion populaire terrible sur Barcelone qui vient d'être bombardée juste avant la grève qui a lieu en mars 38. Parce que la population civile est victime de bombardements, c'est vraiment une vengeance personnelle de Mussolini. Donc on parle de l'Espagne. Et cette grève aussi, et d'ailleurs quand on voit les photos de l'humanité de l'époque, on voit soit des photos de la grève, ou alors des photos de solidarité avec l'Espagne. Et souvent c'est les mêmes photos, c'est dans le même lieu, parce qu'on voit beaucoup de femmes de Citroën qui tricotent. Et tricotent pour subvenir à leurs besoins, pour tenir en ces temps de grève, mais aussi pour envoyer des gilets, des paletots pour les petits-enfants espagnols. Donc voilà, c'est une grève sociale et politique. Et justement, pour aller un peu plus loin, toi, la relation justement entre l'image et les grèves, le mouvement ouvrier, le syndicalisme, toutes tes recherches t'ont conduit à en penser quoi? Qu'est-ce que tu as démontré par ce travail? On en a pour 3 heures, là. Non, c'est compliqué à te répondre. En tout cas, le Front populaire, c'est vraiment un mouvement unique, puisque c'est le premier événement politique dont on ne peut pas faire abstraction de son auto-représentation. C'est-à-dire que c'est la première fois que le mouvement ouvrier se représente lui-même à ce point-là. Et donc pour écrire l'histoire du Front populaire, il faut à tout prix utiliser les images, les photos, les films qu'il a lui-même produits. Ça, c'est un champ passionnant dans l'histoire, et c'est bien sûr de l'autoreprésentation. Donc on voit des scènes de kermesse, de carnaval ouvrier, de joie. C'est une mise en scène. Le peuple est joyeux, comme disait Simone Veil, la grève est une joie, mais c'est une mise en scène aussi de la joie. Et on voit une culture populaire apparaître, une culture populaire se transformer, et les médias participent à cette transformation. Et Willy Ronis, son attachement du Front populaire, ou même avant, parce qu'il photographie la fête de l'UMA en 1934. D'ailleurs, le ministère rendant-lui hommage, le ministère de la Culture et le service du patrimoine a hérité, parce qu'il a fait don à l'État des photos, et il y a une nouvelle numérisation, et on voit l'attachement de Willy Ronis au mouvement ouvrier, même avant le Front populaire. Il a photographié Villejuif, l'inauguration Karl Marx à Villejuif, il a photographié donc la fête de l'UMA en 1934. Donc Willy Ronis est très attaché au mouvement ouvrier. Et dans les photos qu'il fait, il y a ces photos qu'on peut voir qui sont faites par d'autres, par Capa, par Cartier-Bresson, de loisirs populaires. La dimension personnelle peut-être de Willy Ronis, c'est qu'il restera fidèle tout le long de sa vie au mouvement ouvrier, et qu'aussi il y a une certaine gravité dans ses photos. C'est ce qui le différencie des autres photographes comme Capa, justement. En partie. Il était moins, Capa qui était un photographe génial, mais Willy Ronis l'a côtoyé, mais m'avait dit, quand je le rencontrais dans les années 90, Capa, il était un aventure un peu à la star, un peu aventurier. Il dit on avait fait un voyage en 38, la guerre dans les Balkans, la guerre éclate. Il a dit on va rentabiliser notre reportage en disant qu'on revient des Balkans. Willy dit bah non, c'était il y a 2 ans quand même. Donc Willy Ronis après guerre, il a fait des photos superbes
par exemple des grévistes pendant les grèves terribles des mineurs en 1948, de leur procès, de la silicose. Il a fait des photos vraiment graves d'accidents du travail. Il y a une photo que vous connaissez peut-être d'un cheminot qui est décédé. Avec beaucoup de pudeur, il va couvrir le visage mutilé du cheminot, mais on devine la mort. Donc il y a une certaine gravité, une certaine mélancolie dans les photos de Willy Ronis, qui est due à sa personnalité, à sa fidélité au mouvement ouvrier, et aussi à son conception artistique. Enfin, elles sont assez savantes, même si elles nous touchent le cœur. Il disait que j'ai le cœur un peu bête, mais elles sont vraiment composées comme des valses, enfin comme des... Il est vraiment inspiré par à la fois plutôt par les peintres, hein, qui fréquentent le Louvre assidûment, et par la musique ternaire. C'est quelqu'un de très fin, de très cultivé, qui met son art au service du peuple. Écoute, je te remercie. Donc, je vous rappelle son petit livre que vous trouvez en vente sur la table des amis, là, dans le stand. On peut passer la parole si vous avez des questions. Des questions ou des souvenirs. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont connu et qu'il était présent il y a quelques années ici. Ou des protestations. Alors, je peux recommencer en parlant plus lentement. Il n'y a aucune question ? Bon, alors c'est tu as été très complet, alors. Après, je vais avoir des regrets, mais je voulais pas aussi abuser du temps dans cette belle fête et cette complication. Je ne sais pas, parce que j'ai aucune idée de quelle heure il est. En fait. Non, mais c'est pas mal. Non, je remercie... Il faut qu'on s'arrête. J'ai compris qu'il fallait qu'on s'arrête, en fait, c'est pour ça. Et tu dis, on a 2 minutes, là ? Bon, alors, à toi la conclusion, à moi la conclusion ? Non, vas-y, à toi, quand même. Elle va être improvisée. Vous avez vu que c'est un bon photographe auquel je suis très attaché, et que ce photographe, il faut, à mon avis, le rattacher plus qu'il ne le fait à l'histoire du mouvement ouvrier, hein, et pas seulement le cantonner dans des images populistes, et que c'est ce qu'il m'avait dit aussi en citant un photographe américain et collectionneur américain, qui est une photo vaut 1000 mots s'il est accompagné d'une légende de 10 mots. J'ai mis un peu plus de mots que ça, j'ai fait un peu plus que 10 là tout à l'heure et dans le petit livre, mais vraiment l'important, soit on peut être happé par la force de cette photo, et on peut être que happé par la force de cette photo qui va être reprise par tout le monde, par les droits de l'homme et tout ça, par sa beauté, mais en faire la légende, en faire l'histoire, c'est aussi nous ouvrir sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur l'histoire d'une militante qui a été réprimée, qui aurait été totalement inconnue s'il n'y avait pas eu cette photo-là, cette publication. C'est faire l'histoire aussi des belles pages du mouvement ouvrier et la complexité et la répression aussi qu'il a subie. Donc c'est aussi un beau prétexte pour à la fois découvrir la photo et l'histoire sociale. Tanguy, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Tanguy Perron.